Bonjour et bienvenue dans la prépa concours prof de sport, le podcast proposé par le CREPS Bourgogne-Franche-Comté et dédié à la préparation des concours du professorat de sport. Je m'appelle Florent Gobard, je suis formateur, responsable du site de Besançon du CREPS Bourgogne-Franche-Comté et j'interviens depuis plusieurs années dans l'accompagnement des candidats au concours, à l'écrit comme à l'oral. À travers cette série de podcasts, l'objectif est simple. Vous aider à comprendre les attentes du concours, à structurer votre travail et à sécuriser votre préparation avec des apports méthodologiques, des repères institutionnels et des conseils concrets. Chaque épisode aborde une étape clé du parcours du candidat. Bonne écoute et bonne préparation. Épisode 4. L'expertise en formation professionnelle. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on a sur la table des documents assez fascinants, je trouve. Oui, un mélange assez éclectique. C'est ça. On a des PowerPoint, des comptes rendus de réunion, des rapports de jury, assez directs, on peut le dire. Et même une boîte à outils pour formateurs. Exactement. Et tout ça nous plonge au cœur d'un système que beaucoup de gens connaissent sans vraiment le connaître. Celui de la formation professionnelle, en France, surtout dans le sport et la jeunesse. Notre mission, si on l'accepte, C'est de se frayer un chemin dans cette jungle d'acronymes. voilà. Calliope, VAE, DGRAGE, BPGPS, l'idée c'est de décortiquer un peu cette grande machine qui fabrique les compétences et qui délivre les diplômes. Et c'est une machine qui est en pleine refonte. Ce qui frappe vraiment quand on lit tout ça, c'est une sorte de tension permanente. Un bras de fer, presque. C'est un peu ça. D'un côté, il y a un besoin, je dirais presque obsessionnel, de tout standardiser, de contrôler la qualité, de s'assurer que chaque euro public est bien utilisé. Et de l'autre, De l'autre, une vraie poussée pour plus de flexibilité, pour des parcours plus personnalisés, parce que les métiers changent à une vitesse folle, et tout l'enjeu, il est là. Comment garantir la valeur des diplômes sans créer un monstre de bureaucratie? Alors, en parlant de ça, j'avoue qu'en lisant les documents, il y a un mot qui revient sans arrêt. Toutes les 3 lignes, on le voit. Calliope. à Calliope. Ça sonne un peu comme un nom de, je sais pas, de super-héros de l'administration. J'ai l'impression que c'est vraiment la clé de voûte de tout le système, non? C'est exactement ça. Calliope, en fait, c'est le ticket d'entrée. C'est devenu obligatoire. Le ticket d'entrée, oui. Derrière ce petit logo processus certifié par la République française, il y a une vraie petite révolution. C'est la loi de 2018 qui a imposé cette certification depuis début 2022 à tous les organismes de formation qui veulent, Toucher l'argent public, en gros. voilà, des fonds publics ou mutualisés. Et on parle d'un marché énorme, hein, plus de 30 milliards d'euros. Un marché qui était devenu un peu le Far West. Avec les fameuses fraudes au CPF dont on a beaucoup entendu parler. Précisément. Donc l'idée, c'était de faire un grand ménage en imposant un cahier des charges national. C'est ça, le fameux RNQ, le référentiel national qualité. Donc si je résume, Calliope, c'est une sorte de label appellation d'origine contrôlée de la formation pour être sûr que l'État ne finance pas n'importe quoi. C'est une excellente analogie. Et ce n'est pas juste une déclaration sur l'honneur, hein. C'est un audit complet, avec 7 grands critères et 32 indicateurs très précis. Alors ces 7 critères, il y a une logique, j'imagine. Oui, tout à fait. Le premier bloc de critères, disons que c'est la vitrine. L'information donnée au public doit être parfaite, claire, accessible, les objectifs, les tarifs, les taux de réussite. Fini le flou artistique. D'accord. Mais pour moi, les plus intéressants, ce sont les critères 6 et 7. Le 6e, par exemple, il exige une veille active. Une veille, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on demande à l'organisme d'être une sorte de tête chercheuse. Il doit prouver qu'il surveille l'évolution des métiers, les innovations pédagogiques, technologiques. Ah oui, je vois. Et c'est là qu'un de nos documents, la fameuse boîte à outils techno-pédagogique, prend tout son sens. Elle liste des outils, des murs collaboratifs, la visio. Avoir Calliope, ce n'est pas juste avoir un bon programme, c'est prouver qu'on reste à la page. C'est malin. Ça force les organismes à ne pas répéter le même cours pendant 20 ans. Et le critère 7, alors? Le critère 7, c'est la boucle de rétroaction. En gros, il impose de demander leur avis à tout le monde et d'en tenir compte. Aux stagiaires, j'imagine? Aux stagiaires, bien sûr, mais pas seulement. Aux formateurs, aux entreprises qui accueillent les apprentis, aux financeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne demande plus seulement de prouver qu'on a un bon cours. On demande de prouver qu'on est une organisation qui apprend, qui écoute. C'est un vrai changement de paradigme. D'accord, donc on a ce grand parapluie qualité Calliope.
Compris. Maintenant, si on descend d'un niveau, concrètement, si je veux devenir éducatrice sportive, je fais comment? C'est toujours le parcours classique à l'école? Alors, il y a deux grandes autoroutes pour arriver au diplôme. La première, c'est la voie classique, la formation. Ok. Et dans le secteur jeunesse et sport, le chef d'orchestre dans chaque région, c'est la DRAGES. La DRAGES, encore un acronyme. Elle fait quoi concrètement? La DRAGES, c'est un peu le gendarme et le notaire de la formation sportive régionale. C'est elle qui inspecte un centre de formation pour lui donner le droit, on appelle ça l'habilitation, de préparer à un diplôme, comme un BPGEPS par exemple. Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Exactement. La DRAGES s'assure que tout est en règle et à la fin, c'est elle qui organise les jurys et qui signe le diplôme. D'ailleurs, c'est un secteur en plein boom. En Bourgogne-Franche-Comté, on est passé de 109 sessions de formation en 2017 à 173 prévues pour 2024. Ah oui, quand même. Ça, c'est la voie classique. Et la deuxième autoroute. La deuxième, c'est la VAE, la validation des acquis de l'expérience. L'idée, c'est que l'expérience vaut un diplôme. C'est ça. L'idée est simple mais très puissante. Si vous avez au moins 1 an d'expérience salariée, bénévole, peu importe, en lien direct avec un diplôme, vous pouvez demander à le valider. Attention, ce n'est pas une conversion automatique. C'est un processus assez exigeant. Comment ça marche, en vrai? Disons que je suis bénévole dans un club de foot depuis 10 ans, j'entraîne les plus jeunes. Je peux avoir un diplôme avec ça? Absolument, il faudrait monter un dossier. Le fameux livret 2. Et dedans, vous n'allez pas juste lister ce que vous avez fait, vous allez devoir analyser, décortiquer vos expériences pour prouver, avec des exemples très concrets, que vous maîtrisez les compétences du diplôme. Comme concevoir une séance ou assurer la sécurité du public, ce genre de choses. Exactement. Il faut tout démontrer. Et ensuite, vous passez devant un jury qui va vous questionner pour être sûr que tout ça est bien réel, bien solide. Si ça passe, vous repartez avec le même diplôme que quelqu'un qui a fait 600 heures de formation. C'est une belle reconnaissance du terrain. Absolument. Et c'est là que ça devient, je trouve, vraiment passionnant. Parce que nos documents montrent que ces deux voies, la formation et la VAE, sont en train d'être complètement transformées par une autre réforme. On passe des unités capitalisables au bloc de compétences. Ça a l'air très technique, mais qu'est-ce que ça change en fait? Ça change tout. C'est vraiment le cœur du réacteur de la loi de 2018. L'ancien système en unités capitalisables, les UC, était, disons, très rigide. Un diplôme, c'était 4 UC, par exemple. Et il fallait avoir les 4. Voilà. Si vous en validiez 3, vous n'aviez rien. C'était un peu du tout ou rien. Ce qui doit être terriblement frustrant. On peut être excellent dans 90% du métier, mais rater un petit bout et repartir sans rien. Précisément. La nouvelle approche par bloc de compétences, les BC, elle est beaucoup plus modulaire. C'est comme passer d'un menu imposé à un repas à la carte. Ah, j'aime bien l'image. Un diplôme est maintenant découpé en grands blocs qui veulent dire quelque chose sur le marché du travail. Par exemple, un bloc conception de projet d'animation et un autre conduite de séance en sécurité. Et chaque bloc, une fois validé, est acquis à vie. Donc, on peut construire son diplôme brique par brique à son propre rythme. Exactement. Et même obtenir une certification partielle qui a déjà une valeur. Vous pouvez valider un bloc cette année, un autre dans 2 ans, même dans un autre centre de formation. Ça facilite énormément les passerelles, les reconversions. Ça rend les choses beaucoup plus souples. C'est l'objectif. C'est de reconnaître des parcours plus libres, plus personnalisés. On a un rapport de jury qui mentionne un candidat, c'était assez drôle, qui avait un projet pour créer un club d'e-sport dans une maison de retraite. Ah oui. Au début, le jury était, disons, sceptique. Mais le dossier était si bien monté, avec des arguments sur les bienfaits cognitifs, le lien social, que c'est passé. C'est typiquement ce que la réforme par bloc va encourager. Des projets innovants, bien défendus, qui cassent un peu les codes. D'accord, donc sur le papier, tout ça a l'air très bien pensé. On a Calliope pour la qualité, les blocs de compétences pour la flexibilité, mais plusieurs de nos sources, surtout un rapport de correcteur, montrent que sur le terrain, c'est un peu plus compliqué, oui. Oui, la machine green sans peu, c'est vrai. Le rapport que vous citez est assez sévère, en effet. Il dit quoi, en substance? Il déplore, chez certains candidats, des projets qui manquent de structure, des diagnostics de terrain faits à la va-vite, des budgets un peu fantaisistes, et surtout un manque de justification théorique. C'est un peu le reflet du besoin de cette réforme. Il faut pousser tout le monde à être plus rigoureux. Et au-delà du niveau des candidats,
Le système lui-même est critiqué pour sa lourdeur, non? J'ai lu dans un compte-rendu que les dossiers d'habilitation, ceux que les centres doivent envoyer à la Drages, font parfois 300 ou 400 pages. Attendez, 400 pages. Mais c'est un roman. Qui lit ça? On ne risque pas de noyer la qualité sous de la paperasse. C'est une vraie question. Est-ce que ça ne favorise pas les grosses structures qui ont les moyens administratifs au détriment des plus petites associations, peut-être plus innovantes? C'est le grand paradoxe. D'un côté, ce niveau de détail, c'est pour être sûr que l'organisme a pensé à tout, le programme, les formateurs, le suivi. C'est une garantie de sérieux. Mais de l'autre, De l'autre, c'est une barrière à l'entrée énorme. Une petite asso qui veut se lancer peut être complètement découragée. Et les sources mentionnent d'autres points de friction. comme quoi? Par exemple, les nouvelles plateformes nationales, comme France VAE, ne sont pas toujours adaptées aux spécificités des diplômes du sport, où il y a des enjeux de sécurité très forts. Et puis, il y a la difficulté de trouver des membres pour les jurys. Ah oui, oui. Un jury, c'est tripartite, il faut des formateurs, des employeurs et des salariés du secteur. Et trouver des professionnels qui acceptent de donner leur temps bénévolement pour faire passer des examens, c'est de plus en plus dur, ce qui est un vrai problème, parce que sans jury, il n'y a pas de diplôme. Exactement. Et une dernière remarque de terrain m'a frappé, ça concerne le suivi des apprentis. Un critère Calliope oblige à vérifier la qualité de l'accueil en entreprise. Ce qui est logique. Oui, mais dans les faits, c'est très dur pour les auditeurs de vraiment vérifier si les tuteurs en entreprise ont le temps, s'ils sont bien formés. Le risque, c'est d'avoir un centre de formation parfait sur le papier, mais un apprenti un peu laissé à l'abandon dans son club. C'est un vrai angle mort. Alors, si on essaie de résumer, de prendre un peu de hauteur, ce que nos sources dessinent, c'est un écosystème de la formation en France qui a fait un pari très clair, celui d'une régulation forte, très encadrée. Oui, très piloté par l'État. D'un côté, on a le label Calliope, qui est une sorte de gardien du temple, un filtre obligatoire pour avoir accès au financement. Et de l'autre, des réformes comme les blocs de compétences qui, à l'intérieur de ce cadre, d'injecter de la souplesse. C'est une architecture assez complexe qui essaye de concilier des logiques parfois contradictoires. Le contrôle de l'État, une logique de marché avec des organismes en concurrence, et puis les impératifs pédagogiques. Ce qui nous amène à une dernière réflexion, une question à laisser en suspens peut-être. Tout ce système, avec ses audits, ses 32 indicateurs, ses dossiers de 400 pages, tout ça vise une qualité et une rigueur maximale. Le but est de protéger l'apprenant et l'argent public. C'est louable. Absolument. Mais dans un monde où les compétences évoluent à une vitesse folle, où de nouveaux besoins apparaissent en quelques mois, est-ce que cette impressionnante machinerie réglementaire peut rester assez agile pour répondre en temps réel? Ou est-ce que le poids des processus, qui est pensé pour garantir la qualité, ne risque pas à terme de freiner l'innovation qu'il est censé encourager?